Ma femme s'est moquée quand j'ai demandé un test de paternité. Seuls les hommes peu sur 2 ont besoin de ça, a-t-elle dit en riant. J'ai simplement souri quand le résultat a montré que je n'étais pas le père. L'ADN de son amant, discrètement collecté lors d'un barbecue, correspondait parfaitement. Quand son avocat a exigé ma pension alimentaire et ma part d'héritage, j'ai simplement glissé les 2 tests ADN sur la table. Le visage de l'avocat, inestimable. Il a mis la conversation en pause pour lui demander ce qu'elle avait bien pu avoir en tête. Salut à tous. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. On a remarqué que la chaîne avait perdu un peu d'élan récemment, et l'un des meilleurs moyens de nous soutenir, c'est de vous abonner. C'est rapide, gratuit, et ça nous permet de continuer à vous offrir du contenu incroyable. Votre soutien compte énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, me voilà, à 39 ans. Je pensais avoir tout ce qu'il me fallait dans la vie, une épouse incroyable, un nouveau-né, le pack complet. Et maintenant, je me retrouve avec des résultats de tests ADN qui ont littéralement fait exploser toute ma réalité. Alors j'ai décidé de partager tout ce chaos avec vous. C'est parti. Je vous écris depuis mon nouvel appartement en centre-ville, en regardant les lumières de la ville, avec l'esprit clair pour la première fois depuis longtemps. C'est fou comme la vie peut changer. L'année dernière à cette époque, je planifiais des vacances en famille et je faisais des recherches sur les minivans sur Internet. Aujourd'hui, je suis célibataire, sans enfant, du moins biologiquement, et, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans la meilleure forme mentale de toute ma vie d'adulte. La vie peut vraiment basculer en un clin d'œil, pas vrai? Sarah et moi étions ensemble depuis 9 ans, mariés depuis 6. On s'est rencontrés le week-end de l'anniversaire de mon ami Jake, à Las Vegas. Elle y était avec ses copines de fac, moi avec mes potes. L'histoire classique, regard échangé au casino, tout le week-end passé ensemble. On s'est échangé nos numéros en pensant que ça ne mènerait à rien, elle vivait à Phoenix, moi à Seattle. Mais mec, elle a été persistante. On a commencé à s'envoyer des messages tout le temps, à faire des appels vidéo jusqu'à tard dans la nuit. 3 mois plus tard, elle est venue me rendre visite. 6 mois après, elle a été transférée dans le bureau de son entreprise à Seattle. 1 an après, on était fiancés. Tout le monde disait qu'on vivait une histoire digne d'un film. On était ce couple insupportable qui finit les phrases de l'autre, partage ses frites sans demander, et poste ses messages dégoulinants d'amour à chaque anniversaire en disant à quel point on est chanceux. Tu vois le genre, non? Mais avec le recul, je crois que j'étais peut-être le seul à vivre ça vraiment à fond. Dès notre 2e année de mariage, on parlait de faire un enfant. On approchait tous les 2 des 35 ans, nos carrières étaient plus stables, ça semblait être le bon moment. J'étais manager intermédiaire dans une boîte tech, rien de glamour, mais stable. Sarah, elle, grimpait vite dans le marketing et était déjà cadre junior. Alors on a commencé à essayer, encore et encore. Mec, lutter contre l'infertilité, c'est une autre dimension. Chaque mois, c'était un test. Chaque mois, elle pleurait. Chaque mois, je disais, c'est pas grave, on continue d'essayer. Faire l'amour programmé, application d'ovulation, déception en chaîne, tout ça finit par peser. J'ai même cru que le problème venait de moi. Sarah posait sa main sur mon épaule et disait, on va découvrir ça ensemble, mon amour. On a tout tenté. Changement d'alimentation, complément alimentaire, plus de douche chaude pour moi, caleçon large, ouais, c'est vrai. On a rejoint des forums en ligne avec d'autres couples qui partageaient leur parcours. Ça a commencé à nous bouffer la vie. Nos rendez-vous ressemblaient à des réunions stratégiques sur les fenêtres de fertilité. Nos week-ends étaient planifiés selon son cycle. Et chaque mois, quand ces règles arrivaient, c'était une déception écrasante. Après environ 1 an de cette bataille, on a commencé à parler de consulter des spécialistes. Mais Sarah semblait étrangement réticente. Attendons encore un peu, disait-elle. Une collègue a mis 2 ans avant d'y arriver naturellement. Jusqu'à ce que je mette le pied à terre. Je suis allé chez le médecin, j'ai fait les tests. Résultat, tout est normal. Le médecin a dit que parfois, ça prend du temps, qu'il fallait juste continuer. Sarah a accepté à contre-cœur de consulter aussi, mais elle revenait toujours avec des rapports vagues. Le médecin dit que tout va bien, disait-elle. C'était juste du stress ou un mauvais timing, selon elle.
Je n'ai jamais vu un seul compte-rendu. Je ne l'ai jamais accompagné en consultation. Et à l'époque, je ne me doutais de rien. Et puis, boum. Test positif. Après presque 2 ans d'essai, je l'ai littéralement fait tourner dans la cuisine comme dans une scène de film. On a appelé nos parents, commencé à planifier la chambre du bébé ce soir-là même. J'allais être papa. Enfin. Ce soir-là, allongé dans le lit, la main sur son ventre encore plat, j'ai fait 1000 promesses à notre futur enfant. J'ai promis d'être le meilleur père du monde. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. Subtilement, au début. Sarah est devenue bizarre avec son téléphone. Elle a changé de mot de passe sans prévenir, laissait toujours l'écran face contre la table, sortait pour répondre aux appels. Si j'entrais dans la pièce pendant qu'elle écrivait, elle verrouillait vite l'écran ou changeait d'appli. C'est juste Cathy, disait-elle, sa sœur, qui ne m'a jamais trop aimé. Elle faisait toujours des remarques piquantes du genre, Sarah s'est mariée trop jeune, ou, elle a sacrifié ses rêves pour toi. Je pensais que c'était juste une sœur surprotectrice. Au final, c'était elle, le Iago de cette tragédie à la sauce Shakespeare. Sarah et moi avons toujours été très transparents l'un envers l'autre. Mots de passe partagés, téléphone libre, ce genre de choses. Pas parce qu'on se surveillait, mais parce qu'on n'avait rien à cacher. Et puis, du jour au lendemain, elle a commencé à changer tous ses mots de passe, à effacer son historique de navigation, à recevoir des emails professionnels à 23h et elle devait sortir de la maison pour y répondre. Pourquoi tout est devenu un secret, tout à coup? Je lui ai posé la question un soir, après qu'elle ait arraché son téléphone de mes mains quand je me suis assis à côté d'elle. Ce sont les hormones de grossesse, elles me rendent bizarre avec l'intimité, a-t-elle dit en ricanant. Et puis, je prépare ta fête d'anniversaire. Mon anniversaire était dans 7 mois. Je dois aussi parler de Nat, mon meilleur ami depuis la première année de fac. Il a été mon témoin de mariage. Le mec qui m'a aidé à choisir la bague de fiançailles de Sarah. Celui qui m'a tenu les cheveux pendant que je vomissais après mon enterrement de vie de garçon. Rien de grave, j'avais juste mangé un plat trop épicé. Le gars qui a conduit 3 heures quand mon père a subi une opération d'urgence, juste pour rester avec moi dans la salle d'attente. L'ami qui m'a aidé à déménager 6 fois en 10 ans sans jamais se plaindre. Et tout à coup, il était tout le temps chez nous. Il ramenait ce dont elle avait envie à cause de la grossesse, montait le berceau, se proposait pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Bizarre, parce qu'avant la grossesse, ils étaient cordiaux, mais pas vraiment proches. Maintenant, ils échangeaient des mèmes et des blagues internes dont je ne faisais même pas partie. Il est juste excité à l'idée d'être tonton Nat, disait Sarah. Et honnêtement, je l'ai cru. C'était Nat, mon frère de cœur. On avait tout traversé ensemble, les appartements délabrés de la fac, l'opération de mon père, le cancer de sa mère. Le mec qui a refusé un job à New York juste pour rester à Seattle, parce qu'il ne s'imaginait pas vivre loin de son meilleur ami. Je ne pouvais pas croire qu'il franchirait la ligne. Je me souviens d'un jour où je suis rentré à la maison et je les ai trouvés tous les deux en train de rire dans la chambre du bébé. Sarah était assise dans le fauteuil d'allaitement que j'avais monté, et Nat était à genoux à côté d'elle, la main posée sur son ventre. Ils se sont tus très rapidement. Mais moi, idiot que je suis, j'ai pensé qu'ils préparaient une surprise pour moi. Qu'est-ce qui était si drôle, j'ai demandé. Oh, juste tonton Nat qui raconte des blagues de papa nul, a dit Sarah sans vraiment me regarder. Faut bien que je m'entraîne, a-t-il ajouté rapidement. Pour quand ce sera mon tour? Je lui ai même tapé l'épaule en passant. Imbécile. Un autre jour, j'ai décidé de rentrer plus tôt du travail avec des fleurs. J'essayais d'être ce mari romantique et spontané, tu vois? J'ai entendu Sarah au téléphone dans la chambre, la porte entr'ouverte. Je sais, c'est compliqué. Non, il ne soupçonne rien. Continue juste comme on a dit. Quand j'ai ouvert la porte, elle a raccroché aussitôt. Un appel pro, a-t-elle dit en prenant les fleurs. Elles sont magnifiques. Il y a une occasion? Non, juste comme ça, j'ai répondu. Tu parlais à qui? À des collègues. Les prévisions de fin d'année stressent tout le monde. On était en avril. Mais je n'ai rien dit. Juste un élément de plus dans la liste des comportements bizarres que j'avais choisi d'ignorer. Jackson est né un mardi matin, après 16 heures de travail. J'étais là tout le long. J'ai coupé le cordon, j'ai pleuré comme un gosse, tout.
Je l'ai appelé « mon garçon » au moins 1000 fois le premier jour. Mes parents ont fait 3 heures de route pour rencontrer leur petit-fils. Même mon père a pleuré la première fois depuis la mort de son grand-père. Ses premiers jours à l'hôpital sont passés comme dans un brouillard. Et malgré tout ça, Sarah était étrange. Ce n'était pas la mère rayonnante à laquelle je m'attendais. Elle était tendue, observant mon visage à chaque fois que je prenais Jackson dans les bras. Mais je pensais que c'était juste les hormones, la fatigue, l'anxiété d'une jeune maman. Au fil des semaines, les choses sont devenues vraiment bizarres. Tout le monde disait, il a ton nez, ou, ce menton, c'est clairement le tien. Mais moi, je ne voyais rien de tout ça. Le petit ne me ressemblait pas du tout. J'ai les cheveux et les yeux bruns. Sarah aussi. Toute sa famille a les cheveux foncés. La mienne aussi. 3 générations de Johnson avec des yeux bruns. Et Jackson? Des yeux bleu clair. Les cheveux qui commençaient à pousser roux, blond cuivré. Ma mère a même dit, ça doit venir des gènes de l'arrière-grand-père. Mais soyons sérieux. Une nuit, j'ai sorti de vieux albums de famille pendant que Sarah dormait. L'arrière-grand-père Schmidt, du côté maternel, avait les cheveux blonds foncés dans sa jeunesse, mais les yeux foncés. Sur 4 générations de photos de famille, personne n'avait cette combinaison yeux bleus clairs et cheveux roux dorés. Personne. Puis est arrivé le problème du groupe sanguin. Je suis A positif. Sarah est O négatif. Et sur l'acte de naissance de Jackson, il est B positif. Je ne suis pas généticien, mais cette page Wikipédia sur l'héritage sanguin m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Quand j'en ai parlé à Sarah, elle est tout de suite passée en mode défensif. L'hôpital a dû se tromper dans les papiers. Pourquoi tu fais des recherches comme ça, a-t-elle rétorqué. Une fois, elle m'a surpris en train de fixer Jackson qui dormait dans son berceau à 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a, m'a-t-elle demandé en m'enlaçant par derrière. Rien, ai-je menti. Je n'arrive juste pas à croire qu'il soit à nous. Elle s'est raidie une seconde. Puis elle a ri. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était. Eh bien, il a intérêt à être de toi, après ce qu'il a fait à mon corps, a-t-elle lancé en riant. Mais ce rire n'a jamais atteint ses yeux. Les gars du boulot avaient organisé une sorte de « baby shower » pour papa, pour moi. En gros, une excuse pour bouffer des ailes de poulet et m'offrir des paquets de couches. Mon chef, Rick, déjà père de 3 enfants, m'a pris à part. Alors, comment tu vas, vraiment? Super, j'ai répondu machinalement. Fatigué, mais super. Il m'a fixé un peu trop longtemps. T'es sûr? Je sais pas. Tu sembles un peu ailleurs ces derniers temps. Pendant une seconde. Une seule. J'ai failli tout lui dire. Les doutes, les comportements bizarres, tout. Mais je me suis contenté de sourire et de blâmer le stress et le manque de sommeil. Il y a des choses, une fois dites, qu'on peut plus reprendre. Mais les doutes me rongeaient. Je passais mes nuits sur Google avec des recherches du genre, mon bébé ne me ressemble pas, et quelle est la fiabilité des tests de paternité? Je scrutais les traits de Jackson, essayant de trouver quelque chose de moi. La courbure de l'oreille, la forme des ongles, n'importe quoi. Rien. Alors j'ai demandé un test ADN. Pas un truc de pharmacie. Un vrai test médical, en laboratoire, du sérieux. J'ai mis des semaines à me décider, me sentant comme le pire des maris pour simplement y penser. Quel genre d'homme doute de sa propre femme? Quel genre de père remet en question s'il est vraiment le père? Mais chaque fois que je regardais Jackson, avec ses yeux bleus cristal qui ne ressemblaient à personne dans nos familles, le doute revenait. J'ai commencé à faire de l'insomnie, à perdre l'appétit. Sarah l'a remarqué, m'a demandé si je tombais malade. C'est le stress au boulot, j'ai menti. Un jour, je n'en pouvais plus. Je lui ai parlé du test, pendant le dîner. Je pensais qu'elle allait me rassurer, qu'elle serait blessée que je doute, mais qu'elle comprendrait. Qu'elle m'aiderait à tirer un trait sur cette paranoïa. Au lieu de ça, elle a éclaté de rire. Vraiment. Elle a ri en pleine figure. Oh Marcus, sérieusement? Tu délires. Tu crois quoi? Que j'ai couché avec le facteur? Ce n'était pas de la colère. Ni de la tristesse. C'était du mépris. Du dédain. Comme si mes sentiments n'étaient qu'une blague. Et elle en a fait une blague récurrente.
À chaque changement de couche, faut être sûr qu'il est bien à toi, hein. À chaque biberon, fais gaffe, on sait jamais, c'est peut-être le fils du facteur. À chaque fois que Jackson faisait un truc mignon, tu veux vraiment t'attacher. Souviens-toi qu'il est peut-être pas de toi. L'ambiance devenait lourde. Comme si elle essayait de me faire passer pour un idiot juste parce que j'avais douté. Du gaslighting pur. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Malgré tout, j'ai fait le test. J'ai prélevé l'échantillon de Jackson devant elle, pendant qu'elle balançait encore ses petites blagues. Elle a même pris des photos et les a postées sur Instagram avec la légende « Parents débutants paranoïaques lol ». Ses copines ont inondé de réactions en riant. J'ai posté le kit. Je me sentais comme un con. Je pensais que j'étais peut-être juste parano. C'était ça qu'elle voulait. Que je crois que le problème, c'était moi. Que je sois le fou de l'histoire. Le test coûtait cher. 500 $ pour la version premium avec résultat rapide. J'ai payé avec ma carte perso, pour pas que ça apparaisse sur le compte commun. Je vérifiais mes mails sans arrêt. Chaque notification me faisait sursauter. 2 semaines plus tard. Un mardi, en plein boulot. Ping. Nouveau mail. Merci d'avoir utilisé notre service de paternité premium. Vos résultats sont disponibles sur votre portail sécurisé. Le cœur battant. J'entre, passe 3 étapes de vérification, et voilà. Probabilité de paternité, 0%. Même pas 99,9% comme je m'attendais. Pas 50%. Pas 25%. 0. Aucune chance. Aucun doute. Aucune marge d'erreur. Mon fils n'était pas mon fils. J'ai lu le mail 4 fois. Vérifier si c'était du spam. Je suis allé sur le site officiel de l'entreprise. Même résultat. Il n'y avait aucun moyen que ce gamin soit de moi. Le sol a littéralement vacillé. J'avais l'impression que tout penchait autour de moi. 5 mois de couche, de biberon à l'aube, de visite chez le pédiatre, de cours pour jeunes parents, tout ça pour un enfant qui n'était pas le mien. Mon collègue Brad m'a vu figé devant l'écran, sans cligner des yeux. Et, Marcus, ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. J'ai failli tout lui dire. Mais quelque chose en moi m'a ordonné de me taire. Si Sarah avait pu me mentir sur un truc aussi énorme, pendant aussi longtemps, je pouvais bien garder cette info le temps de décider quoi faire. J'ai fermé le PC et quitté le travail plus tôt. J'ai dit que je me sentais mal. C'était pas un mensonge. J'ai conduit sans but pendant 3 heures. Essayant de comprendre. Repassant chaque moment de notre mariage. Me demandant, à quoi d'autre elle m'a menti? Quand je suis enfin rentré à la maison, Sarah était dans la chambre du bébé, berçant Jackson dans le fauteuil à bascule. Elle m'a regardé et m'a souri. Comme si tout allait bien. Comme si elle n'avait pas détruit notre vie. Salut, mon amour. Tu nous as manqué. Jackson a appris à attraper ses orteils aujourd'hui. Et je suis resté là. Immobile. À la regarder. À le regarder. À regarder cette vie que je croyais être la mienne. J'ai failli lui jeter les résultats du test à la figure. Mais je savais ce qu'elle ferait. Elle rigolerait encore. Elle retournerait la situation. Me ferait passer pour le fou de l'histoire. Et je n'obtiendrai aucune réponse de cette façon. Ça va? A-t-elle demandé. T'as l'air un peu pâle. Oui, ai-je réussi à dire. Juste fatigué. Mais c'est là que mon enquête a commencé. Ma première pensée a été pour Nat. Ça ne pouvait être que lui. La chronologie correspondait. La couleur des cheveux de Jackson, ce blond roux identique à celle de Nat. L'énergie de Sarah qui changeait quand il envoyait un message. Les petites blagues privées. Leur proximité étrange pendant la grossesse. Leur comportement bizarre quand j'entrais dans une pièce et qu'ils étaient ensemble. Ma femme. Mon meilleur ami. On dirait un scénario de film, non? Mais j'avais besoin de preuves. Des vrais. Je n'allais pas exploser mon mariage et une amitié juste sur une intuition. Alors je suis allé voir nos relevés téléphoniques. Sarah et Nat échangeaient des messages presque tous les jours depuis des mois. Des centaines de messages. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Le contenu semblait normal.
Des discussions sur le bébé, des plans de visite. Rien de suspect au premier abord. Mais la quantité? Ça m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi ma femme enceinte enverrait 40 messages par jour à mon meilleur ami? J'ai commencé à faire plus attention à eux. Aux interactions pendant les repas de famille. Au regard. À la manière dont elle lui touchait le bras en riant. Rien de concret, mais mon alarme interne hurlait. Et puis, tout à coup, Sarah commence à s'intéresser aux finances. Elle a toujours été du genre, passe la carte et on verra bien. Jamais intéressée par les budgets, les factures, les investissements. Et maintenant, tout à coup, elle parle d'épargne, de retraite, de nos économies. Et comme si l'univers voulait me donner une autre pièce du puzzle, mon père m'appelle. Fiston, ta mère et moi parlions avec notre conseiller. On veut vous transmettre l'héritage, à toi et à ta sœur Jess. C'est mieux fiscalement, et on pourra vous voir en profiter. Mes parents n'étaient pas millionnaires, mais ils avaient bien réussi. Mon père avait construit une entreprise de construction pendant 40 ans. Il l'a vendue à bon prix. Ma mère a hérité de terres qui ont pris énormément de valeur. Ils vivaient confortablement, sans extravagance. Des millionnaires discrets, typiquement classe moyenne. Ma sœur Jess, c'est la brillante de la famille. 4 ans de plus que moi, elle travaille dans les contrats dans une entreprise tech. Elle gagne plus que Sarah et moi réunis. Et elle a un radar à mensonges que, clairement, je n'ai pas hérité. Mon père parlait de 400 000 $ en biens et en liquidités. Et comme par magie, 2 jours plus tard, Sarah devient une experte en économie. Mon amour, ce cadeau de ton père est incroyable. On devrait investir dans l'avenir de Jackson. Rembourser l'hypothèque, peut-être. Ou investir dans cet appartement que Cathy a trouvé près du centre-ville. Elle dit qu'il est sous-évalué. Je pensais le mettre au nom de nous deux, pour des raisons fiscales. Fiscales. La femme qui n'a jamais mentionné les impôts en 6 ans de mariage, se transforme en comptable? Et puis, pendant le dîner, avec le plus grand naturel. Ah, je t'ai ajouté à ton compte d'épargne aujourd'hui. La conseillère de la banque a dit que c'était plus simple pour les dépenses familiales. Toutes les alarmes dans ma tête ont explosé en même temps. Cette femme qui n'en avait rien à faire de nos finances, essaie maintenant de s'infiltrer dans mes comptes? Qui ajoute son nom sur le compte d'un autre sans même en discuter? Il y avait un truc qui clochait. J'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai souri, hoché la tête, lâché un « super idée, chérie ». Mais à l'intérieur, mon cerveau connectait les points à la vitesse de la lumière. Le test de paternité. L'intérêt soudain pour mon argent. Les appels murmurés. Les mots de passe changés. C'était comme assembler un puzzle, et l'image était affreuse. Ce soir-là, j'ai appelé Jess. J'ai fait semblant de ranger des outils dans le garage. Lui ai dit que j'avais besoin de conseils financiers. Je lui ai tout raconté. Le test. Le comportement de Sarah. Ces discussions sur mettre le bien immobilier à leurs deux noms. Au bout du fil, silence. Marc, écoute-moi bien, elle a dit. L'héritage est considéré comme bien séparé, sauf si tu le mélanges avec des biens communs. Si tu mets cet argent sur un compte joint ou si tu achètes quelque chose à vos deux noms, elle aura droit à la moitié. Et tu vis dans l'État de Washington. Régime de communauté de biens. En cas de divorce, tout ce qui devient bien conjugal est divisé 50-50e. Le mot divorce m'a frappé comme un coup de masse. Mais tout faisait sens. Le timing. Le test. Le mouvement d'argent. Elle se préparait. Qu'est-ce que je dois faire? Mets tout à ton nom. Maintenant. Crée des trusts. Protège cet argent. Et, Marc, trouve-toi un avocat. Pour hier. La semaine suivante, je suis devenu un fantôme. J'ai ouvert de nouveaux comptes. Pris rendez-vous avec un conseiller financier. Commencé à transférer les actifs au nom de Jess. Programmer une consultation avec l'avocat le plus agressif de Seattle en matière de divorce. Pendant ce temps, à la maison, un vrai acteur oscarisé. Mari dévoué. Alors, où en est la paperasse de l'héritage? Demandait Sarah, toute détendue, pendant le dîner. Tu connais mon père, hein? Je répondais. Il veut que tout soit parfait. Ça va encore prendre quelques semaines.
Elle essayait de cacher sa déception, mais ça se voyait. Bon, pas de pression, hein? Elle lançait, en essayant de rester naturelle. Mais l'appart dont Cathy a parlé ne sera pas dispo éternellement. La 5e fois qu'elle a reparlé du sujet en 3 jours, j'ai décidé de la confronter. Sarah, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces questions sur l'héritage? Tu ne t'es jamais intéressée aux finances. Et maintenant, toutes les conversations tournent autour de l'argent de mon père. Son visage a fait ce truc bizarre, comme une série d'expressions qui passent en 2 secondes. Confusion. Colère. Puis un sourire faux, détaché. Quoi? Dit-elle, avec une voix légèrement plus aiguë que d'habitude. Je veux juste qu'on planifie notre avenir. Pour Jackson. C'est mal de vouloir de la sécurité financière pour notre famille? Ce n'est pas ça, ai-je répondu. Mais tu es obsédé. L'argent n'est même pas encore là, et tu planifies déjà comment le dépenser. Elle est restée silencieuse un moment. À me fixer. Et il y avait quelque chose dans son regard, un vide, une absence d'émotion que je n'avais jamais vue. Elle a arrêté de poser des questions directes sur l'argent après ça. Mais je sentais son regard. Elle m'observait. Espionnait mon ordi quand je le laissais ouvert. Les questions sont devenues des silences attentifs. Et ça n'a fait qu'augmenter mes soupçons. Elle préparait quelque chose. Alors, j'ai fait exactement ce que Jess m'avait conseillé, j'ai déplacé tous les actifs liquides à son nom. L'héritage de mon père est allé directement dans une banque contrôlée par Jess. Officiellement, j'avais l'air d'un type fauché. En vrai? Blindé. Quand Sarah faisait une remarque sur l'argent, je jouais l'idiot. Ouais, je vois ça avec les conseillers fiscaux. C'est compliqué. Ça devrait se régler bientôt. Mais il manquait encore une pièce, je devais savoir qui était le vrai père. Ce week-end-là, on a fait un barbecue. Tous les amis de la fac étaient là. Y compris Nat. Le voir jouer avec Jackson, en sachant ce que je savais, c'était comme avaler de l'acide. À un moment, Nat a posé son verre d'eau pour m'aider à retourner les burgers. Parfait. Le destin m'offrait enfin une opportunité. Alors que tout le monde criait après un touchdown, j'ai discrètement pris un coton-tige et l'ai frotté sur le bord de son verre. Échantillon prélevé. Rangé dans ma poche comme un voleur pro. Le lundi, j'ai envoyé le kit de test ADN avec l'échantillon de Nat et celui de Jackson. Et j'ai attendu. Je checkais mes mails toutes les 5 minutes comme un ado en attente d'un message de son crush. Le mercredi après-midi, le résultat est tombé, comme un coup de masse en pleine poitrine. Probabilité de paternité, 0%. Je suis resté. Quoi? Ça changeait tout. J'étais tellement fixé sur Nat que je n'avais même pas envisagé une autre option. Si ce n'était pas lui, alors qui? Le facteur? Le voisin? Un mec croisé au bar? C'était comme essayer de résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés et 3 doigts en moins. Mais honnêtement, à ce stade, j'étais plus esséuré par Sarah que curieux de savoir qui était le vrai père. Ce qui comptait, c'était que l'enfant n'était pas le mien. Le reste? Détail. Et j'en avais marre de gaspiller de l'énergie pour une femme qui me voyait comme un distributeur de billets ambulants. J'ai arrêté de dormir à la maison. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir et j'ai déménagé chez Jess. Je ne passais à la maison qu'1 ou 2 fois par semaine pour récupérer le courrier, vérifier que tout allait bien, maintenir les apparences. À chaque fois, Sarah me jouait son numéro. Tu rentres quand? Jackson te réclame. Et moi? Réponse brève. Je la regardais à peine. Tu es tellement distant. Je sais, je répondais, sans lever les yeux des enveloppes. Pendant ce temps, je préparais ma fuite. Je voyais mon avocat. Je documentais tout. Je rassemblais les preuves. Chaque fois que je regardais Jackson, je ne voyais que la preuve vivante de la trahison. Chaque fois que je regardais Sarah, je voyais une inconnue portant le visage de ma femme. Être loin d'elle m'a libéré l'esprit. J'ai arrêté d'avaler son poison, d'avaler ses mensonges. J'ai commencé à voir les choses clairement. Et malgré tout, elle n'arrêtait pas. Elle devenait de plus en plus insistante à propos de l'héritage. Marcus, ça fait déjà 2 mois. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? On est partenaires. On construit un avenir pour Jackson. L'ironie me donnait presque envie de rire.
Partenaire? Avenir? S'il te plaît. J'ai décidé de lancer un appât. Tu as raison. Lundi, je transfère 50 000 $ à la maison. Son visage s'est transformé comme si elle venait de gagner à la loterie. Sérieux? Oh, mon amour. Je savais que tu comprendrais. L'ami de Cathy a dit qu'on doit agir vite pour cet appart. Lundi, j'ai transféré exactement 50 000 € du compte commun vers un autre compte commun intitulé « Rénovation de la maison ». J'ai montré le justificatif. Tu vois? 50 000 transférés pour la maison. Elle n'a même pas pris la peine de vérifier d'où venait l'argent. Elle a juste vu ce qu'elle voulait voir. Ce soir-là, elle m'a appelé avec une voix mielleuse, trop douce pour être naturelle. Tu me manques, a-t-elle ronronné. Jackson aussi. Peut-être qu'on pourrait passer une nuit spéciale quand tu reviendras? Pas ce soir, j'ai répondu sèchement. J'ai du boulot. En réalité, j'étais avec mon avocat cet après-midi-là. Je lui ai tout remis, le test ADN, les emails, les preuves que l'héritage était au nom de Jess, chaque détail. Il a tout lu calmement, puis a dit. Parfait. Sur le papier, vous ne possédez presque rien. Si elle réclame quoi que ce soit, elle passera pour une opportuniste, en demandant un argent qui, techniquement, n'existe pas. 2 jours de silence, puis elle a lâché la bombe. Elle m'a appelé avec cette voix froide et calculée. Marcus, il faut qu'on parle de notre avenir. On n'a pas d'avenir, j'ai répondu, direct. Elle a ignoré ma réponse. Je suis malheureuse depuis longtemps. On s'est éloigné. Je crois qu'on devrait se séparer. Et elle a continué avec son petit discours, chemin différent, penser à ce qui est mieux pour Jackson, besoin de me retrouver, ces phrases toutes faites qu'elle a probablement répétées devant le miroir. J'ai attendu qu'elle finisse. Puis j'ai simplement dit. Très bien. Le choc dans sa voix était la meilleure partie. Très bien. C'est tout? C'est tout ce que t'as à dire? Bah, t'as déjà pris ta décision, non? Elle était déstabilisée. Elle a bafouillé. Mais, tu veux pas savoir pourquoi? Tu veux pas essayer de sauver notre couple? Sarah, si t'as rompu, c'est rompu. Je vais pas supplier quelqu'un qui veut plus de moi. Elle m'a fixé quelques secondes. Puis elle a changé de tactique. Elle a commencé à rire. Mais ce n'était pas un rire nerveux. C'était un rire froid, sarcastique, que je ne lui connaissais pas. Tu fais pitié, tu sais? Tu crois que ça va être facile? Tu vas payer une pension jusqu'à ce que Jackson ait 18 ans. La moitié de ton salaire, sans compter l'héritage. La maison est à moi. Tu finiras dans un studio pourri au fond d'une cour. Je suis resté silencieux. Je la laissais creuser sa propre tombe. T'as toujours été un lâche. Sans colonne vertébrale, sans couilles. Tu vas juste te laisser faire? Hein? T'as fini? Ah non, je fais que commencer. Quand mon avocat en aura fini avec toi, tu regretteras d'être né. On verra si tu dis encore, très bien, quand le juge t'aura vidé les poches. On verra. Ouais, on verra. Et encore une chose, Jackson est mieux sans toi. Un vrai homme se battrait pour sa famille. Ce n'est pas mon fils, j'ai dit, tout bas. Silence. À l'autre bout du fil, j'entendais juste sa respiration. Qu'est-ce que t'as dit? T'as très bien entendu. T'es fou, sa voix tremblait. Bien sûr qu'il est de toi. Je n'ai rien répondu de plus. 3 jours plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. Ces exigences étaient exactement ce que mon avocat avait prévu, la maison, la moitié de tout, y compris l'héritage supposé, la garde exclusive de Jackson, une pension alimentaire et une compensation financière pour avoir sacrifié sa carrière. C'est là qu'on a lâché notre réponse. L'avocat a été chirurgical. Test ADN prouvant que Jackson n'est pas mon fils. Relevé bancaire montrant que je ne possédais rien, puisque tout était au nom de Jess. Preuve que l'héritage n'avait jamais été mêlé au patrimoine conjugal. Aucune pension. Aucune compensation. Mariage frauduleux. Lors de la première réunion, son avocat est devenu livide. Il feuilletait les documents, regardait Sarah, puis les documents, puis Sarah à nouveau. Vous m'aviez dit qu'il avait une fortune. Sarah a rougi. Il l'a. Il cache tout.
Mon avocat, aussi calme qu'un chirurgien. Ses comptes personnels montrent des avoirs minimes. L'héritage est sur des comptes familiaux. Il n'a jamais été intégré au patrimoine conjugal. L'avocat adverse a demandé une pause immédiate. Et derrière la porte, on l'entendait l'engueuler. Vous avez menti sur les bases. Le test de paternité change tout. On ne peut pas faire de telles demandes sans preuve. Quand ils sont revenus, le ton avait changé. Complètement. Maintenant, il parlait de règlement à l'amiable, de garder les choses civiles. C'est fou comme les gens changent quand ils se savent perdants. Mais Sarah? Elle a refusé. Elle a claqué la porte en sortant. Une scène complète. Du pur Sarah. Quand la logique ne suffit plus, elle passe au drame. Et bien sûr, elle s'est précipitée sur Facebook pour jouer la victime. Post après post. Il y a des gens qui montrent leur vrai visage quand les choses tournent mal. Nouveau départ en tant que maman solo. Jackson et moi serons forts, sans personne toxique. Quand quelqu'un choisit l'argent au lieu de son propre fils. Ses copines? Cathy? Toutes l'ont suivi. Un homme sans couilles. Père absent. Un vrai homme se battrait pour sa famille. Et moi? Je n'ai rien répondu. Je l'ai juste laissé creuser encore plus profond. Jusqu'à ce qu'elle fasse l'erreur fatale. Elle a posté une photo de moi avec Jackson nouveau-né, avec la légende. Tu te souviens quand tu faisais semblant de t'en soucier? Certains hommes ne sont tout simplement pas faits pour être pères. Elle a tagué tout le monde. Mes parents. Mes amis. Mon travail. Ma mère, cette femme douce qui a à peine appris à utiliser Facebook, n'a pas supporté. Et elle a sorti la massue. Intéressant comme récit, venant de quelqu'un qui connaît pourtant bien les résultats des tests ADN. C'était prouvé, Marcus n'était pas le père biologique de Jackson. Peut-être que maintenant, Sarah pourrait utiliser toute cette énergie pour retrouver le vrai père. Les commentaires ont explosé comme une bombe nucléaire. Sarah a tenté de limiter les dégâts, tout supprimé en moins d'une heure. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran, c'est pour la vie, ma chérie. Peu après, mon téléphone a vibré. Message d'elle. Comment ta mère ose-t-elle dire ça publiquement? Tu te rends compte de ce que tu as causé? Je n'ai même pas répondu. J'ai juste posé le téléphone. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? La vérité fait mal, hein? Et puis, les choses ont encore empiré, pour elle. Pendant la phase de collecte de preuves, mon avocat a trouvé le gros lot, la carte de crédit professionnelle de Sarah était une vraie scène de crime. Déjeuners hebdomadaires dans le même hôtel, en centre-ville. Toujours avec un certain David, devine? Son patron. Marié. 2 enfants à la maison. Pendant qu'il faisait des heures sup avec ma femme sur son temps de travail. Un grand classique. On a creusé plus loin, et ce qu'on a trouvé, c'était de l'or pur. Dépenses fictives validées par lui. Prime inventée. Voyage professionnel où elle partait seule. Les factures ressemblaient à un cadeau de Noël anticipé pour mon divorce. Mais le vrai choc, c'était dans les dossiers de la clinique de fertilité. Moi, pendant des mois, stressé par ma faible fertilité, à prendre des compléments, à porter des caleçons larges, à dormir sur le côté, un vrai moine de la reproduction. Et Sarah, pendant tout ce temps, prenait la pilule en cachette. Elle empêchait une grossesse tout en faisant semblant d'essayer avec moi. Qui fait ça? Et là, tout le puzzle s'est assemblé. Sarah avait une liaison avec David, me faisait tourner en bourrique avec des histoires d'infertilité. Puis, quand le moment était parfait, elle est tombée enceinte, déjà avec un plan en tête. Je divorce du pigeon, je touche la pension, l'héritage, et je continue avec David comme amant. On a demandé un test de paternité pour David. Son avocat a tout tenté pour l'éviter, mais le juge l'a presque fait taire. Quand les résultats sont sortis, 99,99% de compatibilité. Game over. La tête de David en recevant les résultats, il avait l'air de s'évanouir dans la salle d'audience. Je me disais juste à quel point j'avais eu de la chance. J'ai marché sur une mine, qui, par miracle, n'a pas explosé. L'audience finale? Un vrai film. La femme de David était assise au fond de la salle, l'air de préparer une apocalypse. Sarah chuchotait frénétiquement à son avocat, qui ne faisait que secouer la tête.
Puis le juge a commencé à lire le verdict. On aurait dit une boule de démolition. David, reconnu comme père biologique, obligé de payer une pension. Sarah, garde principale, en tant que mère. Marcus, aucune pension, aucune obligation. Bien partagé, seulement ceux acquis ensemble environ 100 000 $. Héritage? Hors de portée. Et la cerise sur le gâteau, Sarah condamnée à payer tous les frais juridiques de Marcus pour fraude. Le juge a utilisé des mots jolis comme « conduite dolosive » et « fraude délibérée ». Traduction, t'as voulu faire une arnaque, t'as perdu. En entendant qu'elle devrait payer mes avocats avec sa part, Sarah a explosé en pleine audience. Elle s'est mise à crier. Tu voles Jackson. Tu caches de l'argent. Le juge l'a interrompu net. Il a dit que ses propres messages prouvaient qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait depuis le début. En sortant, David a essayé de parler à Sarah dans le couloir. Elle s'est simplement retournée, comme s'il était invisible. Faut croire que la romance était moins sexy sans prime et carte pro. Et le bonus final? Encore meilleur. La femme de David a demandé le divorce le jour même. Elle a tout pris, actions, maison, voiture, économie, tout sauf son slip. Et elle a raconté à tout le monde pourquoi ils se séparaient. David? Ruiné. À peine capable de payer la pension imposée par le juge. Sarah a tenté de retrouver son ancien poste, mais aucune entreprise ne voulait engager la collègue qui a couché avec son patron marié et provoqué un scandale. Le monde du travail a de la mémoire, crois-moi. 3 mois plus tard, Sarah a été expulsée de chez elle. Retour chez papa-maman. À 38 ans. Mère célibataire. Sans emploi. Sans argent. Carte de crédit explosée. Le sous-sol de ses parents est devenu sa suite master. Même Cathy a disparu. L'amour fraternel a ses limites, surtout quand la carte ne passe plus. La dernière fois qu'on m'a parlé de Sarah, elle passait des articles à la caisse d'une station-service. Elle postait sur Facebook des messages du style « Boss babe entrepreneur », essayant de recruter pour un énième schéma pyramidal. Les rares amis qui lui restaient refusent même de répondre aux appels, elles savent qu'elle veut juste demander de l'argent. Et moi? Je vis la meilleure période de ma vie. Jess m'a rendu tous mes biens après le procès. J'ai emménagé dans un superbe Pentouse en centre-ville, repris le sport, revu mes amis, et j'ai enfin fait ce voyage en Europe dont je rêvais. C'est fou comme la carrière d'école quand la vie perso n'est plus un brasier incontrôlable. Je suis sorti de tout ça avec ma dignité, mon argent, et la satisfaction de voir le karma agir en direct. Pas besoin de lui en mettre plein la figure. Sa vie s'en charge, tous les jours. La morale de l'histoire? Si ta femme réclame soudain l'accès à ton héritage tout en envoyant des messages louches. Engage un avocat. Vite. Et parfois, simplement dire « OK » et tourner les talons, c'est le plus grand pouvoir que tu puisses avoir. Fais confiance à ton instinct. Protège ton portefeuille. Commentaire Monsieur Reddit. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette histoire est la preuve que la vérité finit toujours par éclater, et que le karma ne rate jamais sa cible. Si vous étiez à la place de Marcus, auriez-vous agi de la même façon? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Et surtout, n'oubliez pas, protégez votre cœur, mais aussi votre portefeuille. À bientôt pour une nouvelle histoire incroyable. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine.